Allez, au moins les choses Ok. Vous êtes allé jusqu'où alors? Donc, épreuve EP1 22. 18 en 5A? C'est pas ça? C'est bien, hein? Jusqu'où? Bah, la 24. J'ai pas fait la 18. 8, c'est la 8, faut que tu me donnes la 8. Jusqu'à la 25. 25? Non, mais j'ai sauté les. Ah ouais, d'accord. L'article d'amis, là. Ouais. C'est jusqu'à la 25. Bon, alors attends. 25. Oula! Ah oui! T'as pas loupé une page par hasard. 25B. T'avais toutes les sûres que t'avais toutes les Ah oui, pages. parce que 25, il y a plein de petits à petit peu. Bah, la 25, Ah ouais, la c'est 25. comme l'autre, là, avec la trace. Oui, oui, oui. Et m'occupe, si tu sais faire carré, ça tu vois. Oui, alors faut faire attention, parce que la 25, si on la regarde, c'est déterminer les classes de congruence de x3 moins 3x modulo 9. Bon, sauter à la 25, ça fait grappillage quand même. Hein. Ça fait... Mais il y a la B qui va. Je vais calculer, je vais me mettre dans un endroit où il y a 9 éléments, et puis je vais juste multiplier, je vais mettre un truc au cube, et je vais regarder ce que ça Ah, donne. mais j'ai fait la B avec. Ah, t'as fait la B. Attention. Ah ouais, café gourmand. Ouais, d'accord. Ok, t'as fait la B. Bon, oui, ça c'est bien. C'est bien. D'accord. Et tu l'as fait avec... oui, ça Bah, c'est... avec ce qu'il fallait faire là. Bon. Et donc du coup, si t'as fait la B, t'as fait la 11. Ouais. Ouais, bah oui. Bon. Donc c'est cohérent. Hein. C'est cohérent. Ouais, c'est cohérent. Ah, mais ça va, pour de vrai, ça marche. Je fais la 11, je fais le. Ça dépend ce que t'as fait, tu vois, ce que t'as rempli entre les deux, ce que t'as... Tu vois, c'est-à-dire que, à mon avis, en faisant même la B, tu vois, sachant que t'as fait la 11, t'as rien prouvé de plus, en quelque sorte. Tu vois, t'as pas montré l'étendue de ton truc. Le grappillage, il y a le bon et le mauvais. Le mauvais, c'est quand tu vas aller chercher les trucs qu'on sait déjà que tu sais faire. Tu vois. Alors que le bon grappillage, c'est si tu dis, tiens, là, ils sont en train de parler d'autre chose, je vais montrer que j'ai aussi des talents dans cette zone-là. Donc ça, c'est important. Oui. Par exemple, la 23, elle ne vaut pas vraiment des points. Alors la 23. Ouais, bah non, ça fait 6. Ouais, c'est surtout. Mais vous êtes habillés. L'idée à la faire, c'est pas grand chose. Ouais. Ouais, la 23, voilà, c'est typique, c'est le... En fait, dans les questions, il y a des questions où le problème est là pour donner des questions qui vont permettre à d'autres questions plus difficiles de se reposer, mais pas forcément pour avoir des points. Si on arrive à 5-10 minutes de la fin, ça sert à rien d'aller grappiller le 23. Non, mieux se lire. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, vaut mieux se relire, hein, vaut mieux se relire. Ouais. Que grappiller, vaut mieux se relire et puis essayer de consolider. Ouais, je sais pas. Ben, surtout, si la 23 arrive parce que vous avez fait les autres, ben oui. Mais si vous avez sauté, là ça peut être pris comme du grappillage. Bon, après, si vous n'avez rien d'autre à faire, ben, grappiller, puis il n'y aura pas de point négatif pour le grappillage. Mais simplement, je pense que la fonction est convexe. La fonction du nombre de points en fonction de ce que vous avez fait. C'est convexe. Vous avez regardé le vrai et faux? Ça vous intéresse d'en parler un peu? La C et la D, moi je sais pas ce que Alors donc, alors trace de Mn, c'est toujours égal à trace de Nn. D'accord? Alors, il existe des matrices Mn telles que trace de Mn est différent de trace de Nm. C'est des rumeurs. Hein. Fake. Ouais, c'est du fake. Hein, ça vient de Moscou, ça. On écrit la somme et. Ouais. Ah oui. Ouais, voilà. Tu montres que ça. Il faut Voilà. surtout mettre le quel que soit. Ouais. Donc, faut... Voilà. on justifiera soigneusement. Bon, bah, là, on est obligé de montrer. Hein. Mais ça avait déjà été fait. On montrait. La B, deux matrices ont le même polynôme caractéristique si et seulement si elles ont même trace et même déterminant. Elles sont dans M2 de C. On a envie de dire non, et après on regarde. Il faut bien lire, quoi. C'est pour ça que tu l'as lu, t'as pas dit M2 de C. Voilà, c'est ça. Et au bout de 5 minutes, moi je suis revenu, il fait des. Voilà. On regarde le truc, on se dit non. Ah oui. M2 de C, donc il faut tout bien lire. M2 de C, vous avez x2 moins la trace de la matrice fois x plus le déterminant. Donc là, oui. Les matrices carrées et symétriques à coefficient dans C sont diagonalisables
Donc non, vous avez la fameuse matrice. Alors on la retrouve assez facilement en se disant on va prendre une matrice non diagonalisable en la prenant nilpotente non nulle. Et pour la prendre nilpotente non nulle, justement avec le petit b, on se dit tiens, je vais prendre une trace nulle et un déterminant nul. Donc une trace nulle, voilà. Parce que si j'avais mis 0, 0, le déterminant non nul, ouais, c'est pour avoir quelque chose de symétrique. Et là, pour avoir quelque chose de symétrique, ben, dans un premier temps, vous mettez un x, et vous allez voir que x, forcément, il doit vérifier que x2 plus 1 est égal à 0, si on veut que le déterminant soit nul. Donc vous pouvez prendre i ou moins i. Le tout, c'est de mettre le même ici et ici. Et là, vous avez une matrice. Donc vous dites, ben, elle est nilpotente. Vous pouvez même utiliser B. Elle est nilpotente, puisque... Alors, pourquoi elle est nilpotente? Parce qu'elle est pas nulle et son carré. Son polynôme caractéristique, c'est x2. Sa trace est pas nulle. Non, Ah, sa trace est nulle, pardon. sa trace est nulle. Donc, non, mais elle est nilpotente parce que son polynôme caractéristique, c'est x2 et c'est un annulateur. Quel est Hamilton? Ah, bon. Très bien. Alors, phi de A dans B, un morphisme d'anneau. Si phi de A est inversible dans B, alors A est inversible dans A. Non. Que ce soit isomorphisme, ou peut-être soit injectif, soit surjectif. Alors, si phi de A est inversible dans B, alors A est inversible dans non. Donc je fais de Z dans 8Z, Non, non. on projette dans Z sur 5Z. Voilà. Sur un truc tout est inversé. Oui, par exemple Z dans Z sur 5Z, même Z dans C. C c'est un corps, mais il a jamais oublié qu'il était un anneau. Hein, donc Z dans C. Donc vous avez que Z dans Q. Voilà. Quoi. Même si vous allez dans un corps, ça reste un morphisme d'anneau. Un morphisme. C'est pas un morphisme de corps, parce que Z n'est pas. Donc vous injectez Z. Ou vous pouvez surjecter sur Z sur 5Z, ou Z sur 2Z. Voilà. Hein? C'est quoi ton morphisme? Le morphisme, bah, vous prenez soit Z qui s'injecte dans Q, X de X. Donc c'est un morphisme d'anneau, puisqu'il est compatible avec la multiplication, avec l'addition. Et puis, vous avez un inversible ici, vous prenez 3 ou 2, il est inversible là, mais il n'est pas inversible là. Mais ce que propose Clément, c'est de prendre Z sur bon, 5Z, 2Z, n'importe quoi, hein, il a dit 5, on va mettre 5, hein, d'accord. Et vous prenez, je sais pas moi, 4, il va vers moins 1, donc là vous avez un inversible. N'importe quel nom nul, c'est comme 5 est premier. Le tout, c'était bien de voir un morphisme d'anneau. D'accord, faut bien lire l'énoncé, pas aller trop vite. Et pour ce vrai, il faut l'isomorphisme obligatoirement. Un morphisme. Ah, c'était un isomorphisme. Non, mais pour que ce soit vrai. Ah oui, si c'était un isomorphisme. Ah oui, mais là, A égale B. Est-ce qu'il suffit On de n'a même pas surjectif A ou égale B. injectif? Oui. On peut supposer A égale B. Donc. Oui, si c'était isomorphisme, alors là, oui. Et seulement surjectif ou seulement injectif? Non, il faut les deux. Alors, le morphisme, bah, on voit bien que là, on a un injectif et c'est faux, on a un surjectif et c'est faux. Donc, il faut les deux. Ouais. C'est juste pour, quand on pose les contre-exemples, on ne revérifie pas que c'est le morphisme d'anneau. Ah oui, c'est Ouais. ça, c'est ça. Est-ce qu'on revérifie que c'est le morphisme d'anneau? Bonne question. Oui, en fait, ça s'appelle des morphismes canoniques, c'est-à-dire c'est des morphismes qui sont dans le cours. C'est-à-dire que ça s'appelle l'injection canonique de Z dans Q. Donc c'est un morphisme. Vous n'avez pas besoin de le montrer, c'est dans le cours. Là, ici, ça c'est la projection canonique. Donc c'est des morphismes d'anneau par définition du cours. D'accord? Par définition, par théorème du cours. Ok. Ensuite, bon, ben, j'espère que voilà, vous êtes familier avec la matrice compagnon. Hein, c'est rassurant. Hein. C'est compagnon de voyage.
la matrice compagnon du polynôme P. Et bon, ben, il fallait savoir calculer le... Donc vous avez votre polynôme P, qui est égal à xn plus an-1, c'était petit p ou d. Et là, ici, vous avez cette matrice, on appelle CP. Donc, est-ce que vous avez eu des difficultés à calculer le polynôme caractéristique? Oui. Oui. Je mets longtemps, ouais. Alors, c'est un classique, hein. Donc déjà, il y a... Alors, le problème, moi, ce que je trouve, c'est qu'on demande de développer par rapport à la première ligne et à l'aide d'une récurrence, alors que c'est beaucoup plus facile de le faire avec la ligne. Donc, quand on fait moins x, on fait x fois cette ligne. On fait cette ligne, plus x L2, plus x2, L3, plus, etc., x3, L2, etc. Et on dirait que pour nous aider, il nous impose un truc plus difficile. Ça s'appelle pas de l'aide, ça. Non, c'est pas très dur. Pourquoi c'est plus Mais ça se fait. Ce qui est dur, c'est que la récurrence, Hein? elle est sur D. Oui. Et t'as un polynôme et CP. Ouais. Ouais, c'est dans l'écriture, il y a un Alors, truc chelou, ouais. À la question, pourquoi c'est plus difficile? Parce que ça demande une récurrence, alors que l'autre, c'est dire nul. Ah, d'accord. C'est Parce plus que là, à écrire. c'est exigé de faire. Mais, et on exige, finalement, il y a, toujours chiant, quoi. en développant par rapport à sa première ligne, ça veut dire que quand on va faire, on va prendre CP, qu'est-ce qu'on dit? X. Bah, Voilà, il nous impose la méthode. Et on prend le déterminant de ça. C'était la même question. X, c'est la petite. Et c'était l'implication qui devait. C'était compliqué à rédiger, quoi. Et dans Scandalise, ça y est, ça. C'est pas la réponse. Alors, Donc on fait x fois la matrice compagnie Oui. à l'intérieur. Voilà, Enfin, c'est la matrice de Rayman, C'est moins, quoi. c'est pour ça qu'il est un peu chiant à rédiger, quoi. Bah oui, parce que. mais c'est celle qui est- bah oui, c'est-à-dire, Pour on la fait tête. X. C'est la référence, et après l'autre, c'est ça va C'est faire ça. Ah oui, à je zéro fois. J'ai la ferme, mais j'ai pas les Pas sur le. Et ensuite, on a A0. Mais là, on a un moins 1 puissance. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, mais il y a moins 1 puissance. C'était moins ça. Moins 1 puissance combien? D moins 1. Voilà. Mais ici, on a aussi des moins 1. Non, plus 1. Et plus 1. Oui. Ah, c'est moins 1 puissance. D'accord? Non, et en plus, j'ai plus raison que vous, parce qu'au début, c'est plutôt D moins 1. Parce que là, c'est 0. C'est moins 1 puissance 0. Là, c'est moins 1 puissance 1. Ah, Et là, on c'est commence moins à moins 1 D moins puissance 1. 2, ça fait mal. Ah non, mais Mais t'ajoutes c'est que des lignes. Ouais, on ajoute On le D'accord. Allez, un partout la balle au fond. Ouais, ils vous embrouillez. Ils vous embrouillez. Non, non, mais t'as jour d'examen. Est-ce qu'on Calderon? Ok. Alors, donc finalement, ça se compense, hein. D'accord? Le moins 1 puissance D moins 1. J'ai oublié les moins. Ah bah oui. Eh oui, j'ai oublié Voilà. les moins dans la diagonale. Voilà, cela, C'est ceux-là qui font. Je savais que j'oubliais quelque chose quelque part parce que sinon ça marchait pas. donc c'est ça qui va donner le A0. Voilà. Oui. Et lui, par récurrence, quand on va prendre le x fois ce qu'il va y avoir là, ça va être x. Donc du coup, facteur, bah, par récurrence, ce sera x d moins 1 plus a d moins 1 x d moins 2 Voilà. plus a0, a1, là, plus il va y avoir a0, et donc ça va nous donner Voilà, c'est ça. notre P. Et donc ça, on va retrouver que... Mais comment t'écrirais ta P à l'indice D, quoi? La proposition de récurrence, comment tu Oui. l'écrirais? La proposition de récurrence, Ouais, je sais pas si tu bah, récurrence sur D, d'accord, et HD, c'est le polynôme caractéristique
de CP égale à P. Par récurrence sur D égale le degré de P. Voilà. Ouais, le degré. D'accord ? La dimension Donc de- là, on tombe et on utilise. Alors attention, parce que si vous faites H0, vous êtes quand même assez mal. Un truc qu'ils n'ont pas mis, et ça, je trouve ça un peu. C'est plus bête que méchant. Je crois qu'ils n'ont pas fait exprès. Mais P, s'il est de degré 1, d'accord ? Donc si c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, la matrice CP, quand on est en degré 1 ? Puisque, vous voyez, vous avez une matrice comme ça. En degré 0, ça ne veut rien dire, on oublie. Mais il faut quand même commencer par du degré 1. Et le degré 1, C'est à 0. le polynôme c'est x plus... Moins 0. Voilà, c'est ça. Oui, mais on peut se demander, qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends Ah, on n'a pas le choix. ça ou est-ce que je prends ça ? Oui, oui. Donc, non, mais il y a quand même une confusion. C'est pas tout à fait évident de savoir ce que ça veut dire à l'état 1. Et oui, c'est moins à 0. Donc ça, la CP égale juste moins à 0. Donc on initialise en degré 1, donc on le vérifie en degré 1, et puis ensuite on... Mais pour la récurrence, on peut montrer pour un polynôme de degré D plus 1. Parce que- Oui, on peut aller de D à D plus 1, si on veut, oui. De D moins 1 à D, voilà, il n'y a pas de... Pas vraiment. Oui. Donc pour ce sujet, moi j'ai suivi l'indication. Si jamais on tombe dans des situations Oui. similaires et on Oui. a notre propre Oui. méthode, est-ce qu'on Ben oui, vous le faites avec votre propre méthode. Même si c'est indiqué. Là, Oui. c'est quand même. C'est pas une Alors, indication, c'est un ordre. ça c'est un ordre. Si c'est une indication, vous pouvez. Si c'est un ordre, bah, vous pouvez dire, bah, ouais, je sais pas le faire comme ça, mais je peux le faire autrement. Voilà. C'est pas l'armée non plus, hein, c'est des maths. Hein. On a quand même... pas une unique solution. Oui, on a quand même du libre arbitre. Ce qui m'a perturbé, c'est que j'avais vu la démonstration directement, sans la récurrence, et en fait, du coup, je mélangeais les deux méthodes et Oui. c'était compliqué. Ah oui, alors attention, hein, mélanger deux méthodes. Bah non, parce que du coup, j'avais ça en tête, la première méthode, et du coup, comme je voyais cette récurrence, j'étais perdue. Ok. Ensuite, alors, après, ben, vous voyez là où ça part. Ça part sur la fameuse preuve classique qui a donné lieu à des développements de Cayley-Hamilton. Vous ne pouvez pas, évidemment, utiliser Cayley-Hamilton à la fin. Vous ne pouvez pas dire, bah, par Cayley-Hamilton, je sais. Ça, c'est implicite, ils ne le disent pas, mais voilà. Alors donc, c'est exactement comme ça qu'on le fait dans le cours. Hein. D'accord. Vous voulez qu'on le revoie ou comme vous voulez? Oui. Ouais. Bon, l'idée c'est de prendre une matrice L et de prendre un X. Est-ce qu'ils disent qu'il est non nul? Oui. Oui. C'est mieux. Parce que comme il est non nul, il va être le premier élément d'une famille libre. Et on prend M, Mx jusqu'à M puissance Mu. R. Le minimum c'est mu. Mu des minimums. Donc c'est C'est mieux moins 1, mais la famille. Et ça, c'est le minimum lié. lié. C'est minimum. Alors le minimum c'est mu du coup, à la place de R. Alors effectivement, est-ce que ça existe? Bah oui, parce que X, il est non nul. Il a fait D'accord, donc déjà pour... D'accord, ça veut dire que R, il va être supérieur ou égal à 1. C'est important le 1, parce que le 1, la matrice compagnon, elle est de taille au moins 1. Donc ici, c'est lié, et R minimum. c'est mu. Alors le c'est mu. C'est mu. Mu, le minimum. Merci. Alors donc ça veut dire que M mu X va s'écrire
forcément en fonction des autres. D'accord? Puisque c'est lié. Alors, ça, c'est pas tout à fait Et là, évident. il faut aussi C'est pas parce que c'est lié que c'est que lui s'écrit en fonction des On va autres. commencer par un gamma. parce On qu'en commence par un langue gamma française, et après c'est avant, libre, c'est ça. C'était parce que juste avant, c'était encore libre. Voilà, oui, oui. D'accord? Donc, il y a déjà une petite écriture Oui. de... on écrit dans un premier temps la relation de liaison avec des alpha i allant de 0 à r, et il faut dire, alors ça c'est comme les tout premiers moments où on faisait des espaces vectoriels ensemble, hein, si alpha r est nul, alors tout serait nul, parce que la famille ici est libre. Donc alpha r est non nul. Et s'il est non nul, alors On peut diviser. il est inversible. D'accord? On est sur un corps, tout élément non nul est inversible. Ça, au tout début, on faisait ça. On en faisait comme ça. Donc ça fait du bien de retrouver un petit peu ces vieux réflexes. D'accord? Donc ça, c'est parce que alpha R est non nul quand on va faire la relation de liaison. C'est bon? Et donc, ici, on va avoir des éléments qu'on va appeler, justement... Alors, est-ce qu'il les donne? Alpha 0. Oui, c'est alpha 0. X plus alpha 1 mx plus alpha r moins 1 mu moins 1, bien sûr, m mu moins 1 x. Et là, c'est bien défini. Voilà. Et donc... Si tu mets les moins, tu vas apparaître... ouais. C'est en mettant les moins que tu te souviens que la Voilà. matrice compagnon... Voilà, on a la matrice compagnon, en fait... on pense à la base. Ah oui, mais alors du coup, c'est moins. Oui, c'est moins. Ici, c'est plus ça égale 0. Et donc, du coup, on a la matrice compagnon, ça veut dire que on va... alors, comment ils le disent? Ils le disent... non, ils le disent pas. Alors, C'est pour ça qu'il faut... semblable. Alors, voilà, il va falloir interpréter que M est semblable à une certaine matrice M'. Donc il faut construire une base. Oui, C'est et je pense qu'il faut sortir, comme ils le font dans la suite, des endomorphismes dans la base canonique. Donc, moi j'appellerais U l'endomorphisme. D'accord? Parce que sinon, alors, ce qui serait complètement à proscrire, c'est si vous avez mis M est égal à M' dans une autre base. D'accord? Donc ça, non, hein, personne. Ok? M est semblable. Mais pourquoi elle est semblable? C'est pas le calcul. M égale P, M', P moins 1. Non, c'est pas un calcul. C'est en fait parce que elles vont coder le même endomorphisme dans des bases différentes. Donc autant dire U, l'endomorphisme associé à M dans la base canonique. Attention, de quoi? Allez jusqu'au bout, parce que si vous vous retrouvez à dire la base canonique de E, vous allez voir que ça ne veut rien dire. D'accord? Donc c'est la base canonique de C. On est en dimension P, donc c'est CP. Ok, donc vous mettez ça. Alors, maintenant, vous allez construire une base. Et vous allez construire une base comment? Vous allez prendre X, MX, jusqu'à M, mu-1, X, et ensuite, vous appliquez le théorème de la base incomplète. C'est ça. Et là, dans cette nouvelle base, la matrice de U, vous vérifiez que dans cette nouvelle base, elle s'écrit avec C, un polynôme CP. Ici, vous avez que des zéros parce que ça va être stable. Et puis ici, vous avez le quartier libre, et ici, vous avez une matrice N. On n'est pas obligé justement de parler d'un sous-espace stable. En fait, on n'est pas obligé de parler d'un sous-espace stable parce que c'est justement l'inverse. C'est parce que la matrice va s'écrire comme ça
On a les coordonnées. que, oui, on a les coordonnées. Donc c'est stable parce qu'on a une matrice sous cette forme. Voilà. T'appliques C'est X pas à le terme M, ça fait X. fondamental. Oui, oui. Moi, j'ai tout fait. T'as fait le sous-espace stable, c'est une conséquence. Mais c'est vrai qu'on pourrait démontrer que c'est stable, mais ça ne sert pas puisque l'idée c'est ça. Donc finalement, ça veut dire que M, maintenant, est semblable à ça, puisque ça c'est la matrice de U dans la base canonique. On n'a pas besoin de se refaire ressortir la matrice P. Non. Semblable, c'est-à-dire qu'elle code dans des bases différentes, c'est tout. Hein, on n'a vraiment pas besoin. Et là, ce serait... Ah oui, il faudrait écrire, ce serait horrible. Non, je veux dire, en posant P, matrice de Oui. passage. La matrice de passage, oui, oui. Alors M' égale PM. Il n'y a rien d'obligé. Si vous le faites, c'est bien. P, c'est la matrice de passage de là vers là. Alors vous avez... Mais semblable, ça veut dire que elle code le même endomorphisme. Donc, après... Alors, du coup, montrer que qui M de mx égale 0. Alors, bien comprendre ce que veut dire ce 0, hein, d'accord? Donc, toujours syntaxe, ok? Là, j'espère que il y a une petite personne en vous, un mini-moi dans votre tête, qui dit polynôme, endomorphisme, vecteur. Syntaxe. Attention, syntaxe. D'accord? Achtung, syntaxe. Alors, polynôme, d'accord? Donc, on fait attention à ce qu'on fait. On est dans une opération complètement non associative. On ne peut pas dire c'est qui m de mx, qui est l'erreur classique, le gros casse-gueule général. Donc ici, qui m de m, que l'on applique à x. Et donc ça, c'est un vecteur. Okay. Voilà. Non, c'est juste multiplier par X. Ouais, c'est une multiplication. C'est une matrice. C'est évalué ici. Non. Ouais. Il faut là encore inverser Alors qu'est-ce que c'est qui m? les polynômes caractéristiques. Voilà. Qui m, d'accord? Comment vous dites qui m égale? C'est Ah bah oui. C'est le produit de qui CP et qui n. Ouais, c'est... d'abord, dans un premier temps, Ah oui, d'accord. Ok. Oui, d'accord. ok, Il faut les inverser par commutativité. par commutativité, d'accord, c'est toujours pareil. Ça, on en avait fait, hein, des comme ça, où on utilise tout le temps que k de x est commutatif. Donc on met en figure de proue celui qui nous paraît le plus intéressant à mettre devant. Hein. Tout à fait. D'accord. Donc Ça, ici, c'est qui n. Ça, on peut le ressentir comme ça. Ah ouais, j'ai tout redémontré que le déterminant. Ah non. D'après les règles, non, c'est pas l'idée là. Parce que si on avait voulu vous le faire démontrer, on vous aurait posé la question. C'est connu le déterminant d'une matrice triangulaire par bloc. Oui, c'est parce que c'est triangulaire par bloc. Oui, on est d'accord. Oui. Par bloc, ouais. Ah ben oui, mais là ça y est. Là, ici c'est non mais il faut dire le mot déterminant triangulaire par bloc. Oui, ok. C'est Non, j'ai redémontré que c'était semblable, que les deux polynômes caractéristiques étaient les mêmes. oui, mais le polynôme caractéristique, oui, il faut pas le démontrer. Hein. Ça c'est deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique, ont même polynôme minimal, ont même. On n'est pas. Je crois pas qu'on soit dans le contexte où il faut le démontrer. Hein. D'accord. Bon. Mais le dire, oui. Le dire, c'est bien. Alors ici, on a fait. Alors attention, maintenant, syntaxe hein, quand même. Quand on va écrire qui n fois p, on met bien les parenthèses là où il faut. Hein. 2 m. D'accord. Appliqué en x. Alors le x, on met pas de parenthèse, on peut Oui. en mettre x parce qu'on va avoir une matrice là. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est de regarder P de M de X. D'accord? Donc là, pas d'erreur de syntaxe. C'est qui N de M. Rond,
Donc là, fois, parce que c'est des matrices. Hein. C'est pas la loi ronde, c'est le fois. D'accord. Bon, confondre rond et fois, c'est pas si grave que ça, hein, finalement. Hein. Et là, on a P de M de X. C'est pas un Donc ici, du coup, soit là on écrit comme ça avec fois de X, d'accord, soit on écrit qui de M de P de M de X. Vous voyez les syntaxes? Le tout c'est, à partir du moment où vous écrivez quelque chose qui veut dire quelque chose, c'est juste. Mais le gros danger c'est d'écrire quelque chose qui ne veut rien dire. Ouais, Donc, si on reste avec des soit vous multiplications, dites là, ça, part. soit vous dites, Ouais. soit vous dites ça fois P de M, donc ça c'est un produit matriciel, et la matrice vous l'appliquez à X. Ok? Soit vous dites c'est P de M de X, P de M de X, voilà, comme ça. Donc ça, c'est une matrice, ça c'est un polynôme, donc ça c'est une matrice, on l'applique à X, c'est un vecteur, ça c'est une matrice, ça c'est un polynôme, ça c'est une matrice, et cette matrice on l'applique à un vecteur. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on remet des parenthèses pour le X. Parce que Donc on va juste faire fois Oui, X. oui, oui. on les Ça- met ou ça- pas, parce que c'est ça que moi je les avais mis. Et Oui, j'ai c'est considéré de la parenthèse, c'est juste pour protéger, c'est mon côté mère poule. C'est juste. Ils l'ont pas mise dans les Oui, lancers. voilà. C'est juste pour protéger l'X. Mais bon, en fait, eux, ils mettent pas la parenthèse. Donc si vous le mettez pas, c'est pas grave. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on voit X comme un vecteur colonne Mais si c'est un déjà. Donc il n'a pas besoin d'une parenthèse puisqu'il en a déjà eu. Oui, je comprends. Bon, ok. Donc là, c'est bon ça. Et P de M de X, quand vous l'écrivez et que vous écrivez ça, ça vous fait le vecteur nul d'après ça. Donc ça fait qui N de M de 0. Et donc on applique une matrice à 0, ça fait 0. Et pareil, on peut ne pas mettre ce 0. Moi ça me gêne un peu de ne pas le mettre. Mais bon, pourquoi pas. Puis fois, c'est non. Ouais, mais c'est une multiplication matricielle. Tu vois, eux, ils ne se sont même pas donné la peine de mettre un fois. Donc il n'y a pas de raison. Le roi, il risque le roi. Donc, maintenant... Donc, alors, attention, hein, vous voyez bien la différence de... En soi, c'est très difficile, seulement, c'est une preuve tellement classique que... on se dit, bon, bah, ils l'ont déjà vu. Mais, si vous ne l'avez pas vu, bah, là, c'est difficile. Ça, c'est embêtant, ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire des devs, des trucs classiques, connaître un petit peu des éléments classiques. Alors maintenant, montrer que qui M est un polynôme annulateur de M. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que qui M de M en X égale 0. Voilà. Voilà. Donc c'est juste ça. Premier cas, si X égale 0, c'est bon. Si X est non nul, c'est bon. Donc c'est la matrice, il n'y a que la matrice nulle qui envoie tous les vecteurs vers 0, évidemment. C'est la matrice de l'endomorphisme nul. Donc c'est 0. Donc on a démontré qu'est l'Hamilton. Très bien. Alors, exemple, maintenant, on est dans SP+, soit A, une matrice de SP de R. Alors, attention, SP+, donc vous aviez de la petite lecture au début, et on vous disait ce que c'était SP+. C'est l'ensemble des matrices carrées symétriques réelles de taille P croix P, ayant des valeurs propres, positives ou nulles. Alors, bon, c'est très mauvais. C'est une très mauvaise définition. C'est une définition complètement tordue par un théorème qui, normalement, on ne passe pas par les valeurs propres. La façon très simple à une matrice symétrique, c'est de lui associer une forme quadratique et donc de lui associer une fonction. Il faut que la fonction soit positive. Pas la peine d'aller se tordre
aller chercher des valeurs propres, alors que, en vérité, c'est parce que la fonction est positive qu'ensuite les valeurs propres sont positives. Donc on a transformé un théorème en définition, et c'est un peu tordu. Ça vient du fait qu'on a enlevé les formes quadratiques en classe prépa, et du coup, ils ne peuvent définir en classe prépa que S+, que par les valeurs propres, puisqu'ils ont enlevé les formes quadratiques. Mais on est à la grecque interne, donc on connaît les formes quadratiques. Donc c'est une déformation de classe prépa. Pour moi, ça peut être que ça. Parce Donc, que la définition, c'est pas la question. Pour moi, c'était la question 5, la définition. Voilà, la question 5 était la définition. Et donc, comme j'avais pas lu les petites lignes, je comprends. Voilà. Et oui, c'est ça. C'est C'est ça, je trouve ça perturbant qu'on échange la définition sous prétexte que le concepteur du sujet doit probablement être quelqu'un qui n'utilise pas les formes quadratiques. Donc, bon, bref. C'est pas grave. Il faut de toute façon lire les petites lignes, hein. Ça fait partie. Si on vous dit O c'est un compact et K c'est un ouvert, ça veut dire que O c'est un compact et K c'est un ouvert. Fallait le lire même si c'était un tout petit. Voilà. Et si dans un sujet ils mettent des limitations un peu contre-intuitives, alors souvent c'est plus pour l'analyse que ça peut arriver. Si on s'amuse à remettre d'autres notations. Ouais. Bon, alors, en toute logique, tu as le droit. Tu dis voilà, je change de notation. Ouais. Ce ne sera pas apprécié. Tu as le droit d'utiliser l'alphabet cyrillique en disant je poserai alpha égale A, bêta égale B. Bon, mais c'est quand même. Bon, ça c'est plutôt l'alphabet grec. Mais je conseille quand même pas, je conseille de s'adapter aux notations. Donc, alors, il y a la notion d'endomorphisme symétrique, qu'une matrice symétrique, son endomorphisme canoniquement associé est symétrique. Adrien ? En fait, j'avais une question par rapport à ça, c'est qu'on a besoin d'un produit scalaire et ils ne nous disent pas lequel forme en canonique. C'est ça que j'ai cru canonique. Ils ne nous disent pas trop. Ils ne le disent pas. En fait, ils nous disent c'est ça, mais Oui, soit E un espace euclidien muni d'un produit scalaire, mais là on n'est pas dans E puisqu'on est dans RP. Ouais. Bon, on nous a pas dit quel produit scalaire. Voilà. J'ai pas arrangé, moi. Ouais. Bah écoute, bien vu. Bien vu. Je pense que même le concepteur l'a pas vu, le cobayeur l'a pas vu non plus. Et toi tu l'as vu. C'est bien. Bravo. J'aurai une médaille. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est juste que j'ai perdu 3 minutes. Il est où Je suis revenu dans le truc Oui. Et est-ce que ça va Montrer que, parce que A est un endomorphisme symétrique pour la structure euclidienne canonique de RP. Bon. Ouais, effectivement. On a tellement de réflexes d'habitude que. Ah ouais, on oublie de préciser. Normalement, on ne doit pas pouvoir répondre. Alors, A est un endomorphisme. Alors donc, on a. Comment on l'appelait? Tu peux l'introduire, qu'on le connaît. Hein? Oui. On peut l'introduire. Oui, d'accord, mais comme c'est pas précisé, c'était à l'énoncé de le dire. En fait, c'est A, une matrice de SP, petit a, l'endomorphisme de RP qui est associé canoniquement à grand A. Et vous voyez, ce qu'il faut montrer, c'est que A, X, Y, pour la structure euclidienne canonique, qui n'était pas précisée, est égal à X. Alors normalement, c'est A étoile Y. Donc ça, c'était dans les préliminaires, dans les notations préliminaires. Et donc, symétrique, ça veut dire qu'on a ça. Symétrique, ça veut dire que A étoile égale A. Ce qui est le pendant de SA grand A transposé. Non, il ne donne pas l'étoile dans le. Non, il n'y a pas l'étoile. Mais en fait, en général, on a un étoile ici. Oui. D'accord? On a un étoile. On a toujours un étoile. Tu veux dire l'adjoint? L'adjoint. On appelle l'adjoint. Ça, on l'a fait. L'adjoint, la définition de l'adjoint,
c'est justement que Là, c'est l'endomorphisme. ça, c'est une fonction, on le regarde comme un endomorphisme en X, comme une forme en X, et puis du coup, ça nous apporte le règle. Bon, donc maintenant, Là, c'est l'endomorphisme, il faut bien mettre des parenthèses. Voilà. C'est pas un produit matriciel. Oui. ok, bien vu. Alors, on a la gardienne de la parenthèse. Non, mais t'as raison, t'as J'ai mis raison. des parenthèses avec les matrices, Ouais, ça, et j'ai dit faut que je fasse Je suis attention. d'accord. Pas dans ce sens. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, donc là, maintenant, quand on écrit ça matriciellement, ça va être A, X transposé, Y. Est-ce que c'est égal à X transposé A, Y? Ben oui, parce que A transposé est égal à A. D'accord. Alors, on n'a même pas besoin d'aller dans l'autre sens. C'est pas si seulement si, il fallait démontrer ça. Et ça, c'est vrai. Parce que si on avait dû démontrer dans l'autre sens, il aurait fallu dire c'est vrai quel que soit X et Y, et prendre X et Y, les éléments indépendants de la base canonique. Comment c'est possible que ce soit pas. Comment ça pourrait être possible que A soit pas symétrique avec une matrice symétrique? Je comprends pas, elle doit venir en fait. C'est ce qu'on a dit. Bah, c'est-à-dire, si tu Qui est prends, derrière, je comprends pas. si tu prends la forme nulle, prends les extrêmes. Là, on a pris la forme identité, d'accord? Et tu prends la forme nulle, ça fait. Tu prends n'importe quel A. Tu vas prendre une forme XY égale 0. Le produit scalaire, tu veux dire? Oui, Tu définis un produit scalaire comme ayant un produit scalaire égal à 0. c'est pas un produit scalaire, mais c'est un produit. C'est une formule linéaire symétrique. C'est pas un produit scalaire, parce que c'est dégénéré. Ok. D'accord? Donc, bon, bah, pour n'importe quel A, ça va marcher. Quel que soit A, ça, ce sera égal à 0, et ça, ce sera égal à 0, que A soit symétrique ou non. Mais là, ce qu'on montre, c'est Donc, que oui. ce qu'on doit montrer, c'est que l'endomorphisme est symétrique. Oui, voilà. À partir donc, Oui, là, c'est dans l'autre sens. c'est dans le D'accord? sens Non, mais il avait dit comment ça pourrait. J'ai eu l'impression vraiment de faire une question sans comprendre quoi ça Là, ouais, mais. Ouais, mais quand même. C'est évident, mais du coup, ça dépend. Ouais, non. Il y a quand même un passage de l'endomorphisme à la matrice. Et le passage de l'endomorphisme à la matrice, il est. Mais comme elle est symétrique, Mais là, on doit ça marche montrer toujours. que c'est- Enfin, c'est- on doit montrer l'autre dans l'autre sens. Ouais. Oui, mais Non, c'est- il faut bien voir que Non, mais du coup, là, Non. j'ai pris le produit scalaire qu'on connaît. si tu avais, Du coup, ils ont rien dit. Mais c'est parce qu'en fait, si t'avais une matrice symétrique définie positive, Mais là, en fait, c'est tombé, c'est identique, et du coup, ça colle. Mais si tu en fait, quand si tu avais un produit scalaire comme ça, D'accord. ok, imaginons qu'on a un produit scalaire comme ça. Alors, si tu veux A de x, y égale x a y, ça demande quoi? Ça demande que ax transposé sy est égal à x transposé s a y. D'accord? Maintenant, je l'écris a transposé s y égale x transposé sa. Donc là, je fais du parenthésage. Carrément. Alors, là, j'ai SA, Y. Et comme c'est quel que soit XY, je fais ça pour X égale EI, Y égale EJ. Ça me fait A transposé S égale SA. Mais comme S est dans Sn++, son déterminant est non nul. Et donc ça veut dire que c'est inversible. Et donc ça veut dire que A transposé égale S à S-1. D'accord? Donc si on était dans une base où c'est pas le produit scalaire canonique, où c'est un produit scalaire mais non canonique, alors la symétrie, donc le fait d'être auto-adjoint pour petit a, se dirait d'une autre manière.
C'est le fait que ici, comme c'est le produit scalaire canonique, S est égal à l'identité. Donc on a A transposé égale A. Donc, mais c'est bien de poser la question quand même, c'est important. Et il faut toujours se rappeler que les matrices, ce ne sont pas les endomorphismes. C'est des endomorphismes avec des bases. Mais si les bases sont canoniques, oui, on peut faire, si on a une base canonique, alors on peut faire une Du identification. coup, tu as dit quoi là-haut là, tu as dit que le produit scalaire XY défini Oui. à partir d'une matrice symétrique. Oui, là, on a répondu un petit peu à la question d'Adrien qui disait ouais, mais c'est quoi ce produit scalaire? Il n'était pas dit, bah oui, c'est le produit scalaire canonique. What else? Donc canonique, c'est S égale identité. Voilà, c'est ça, c'est X transposé. Ok. Mais n'importe quel produit scalaire comme tu définis là-bas, ça sert à rien. Si S est dans si S est dans SL6+, c'est ça la définition d'un produit scalaire. Ah, c'est carrément une définition. C'est symétrique, défini, positif. Produit scalaire. D'accord? D'accord, ok. C'est pas le produit scalaire canonique. Mais on sait que dans une base, un produit scalaire, d'après Gram-Schmidt, ou d'après Sylvester, quand c'est symétrique, défini, positif, il existe une base dans laquelle la matrice c'est l'identité. Mais il faut changer de base. Donc dans une certaine base, effectivement, ça va être ça. Parce que S va être égal à P transposé P, d'après Sylvester. D'accord? On sait que S, qui est symétrique, réelle, d'après Sylvester, elle a une forme normale. Et comme elle est dans Sn++, sa forme normale, c'est l'identité. Il n'y a que des 1. Il n'y a pas de moins 1. D'accord? Et il n'y a pas de 0. D'accord? Il y a une signature, normalement, mais la signature, elle est tout en positif. Donc ici, si vous écrivez S, donc ici, vous écrivez que c'est X transposé S, Y, ça veut dire que c'est X transposé, P transposé P, Y. Donc ça veut dire que c'est PX transposé PY. C'est-à-dire que si vous changez de base, quitte à changer de base, alors c'est l'identité. C'est le produit scalaire canonique. Quitte à changer de base. Non mais c'est pour ça qu'on débriefe. Hein. Du coup, ici, si on montre avec la forme matricielle, ça suffit pour prouver la... Ah bah oui. Ah mais de toute façon, les hypothèses portées sur une matrice, comment tu veux faire autrement que d'utiliser les matrices? Tu vois, tu es obligé d'utiliser l'hypothèse. Donc s'il y a égalité au niveau matriciel, Ouais. Voilà. il suffit de le faire pour une base. Bah oui, oui, oui. Bah oui, en plus la base canonique. Ce qui est une Je me base. suis posé cette question. Moi. Oui. Oui, oui, c'est quand même à ça qu'elles servent les matrices, c'est à rendre compte de ce qui se passe dans la géométrie. Hein. Ok, c'est bon. Donc maintenant, je vais passer à... Alors, donc, ce qu'il faut montrer, c'est qu'on peut retrouver la vraie définition de S, c'est-à-dire que donc S est symétrique plus valeur propre toute positive, c'est équivalent à S d'accord. Et là, on a le droit d'utiliser le théorème spectral. C'est symétrique. Bah oui, c'est une bonne question. J'ai utilisé le théorème. Ah non, mais là, si vous n'utilisez pas le théorème spectral, comment vous voulez faire là, là, je suis désolé. Hein, mais... Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, parce que jamais ça ne prend pas. Ah non, mais juste avant, on a refusé le. Non, il y a un seul moment où tu n'as pas le droit d'utiliser le théorème spectral, c'est si on te demande de démontrer le théorème spectral. De la même manière que tout à l'heure, on ne pouvait pas dire, tiens, Cayley-Hamilton fait que Km est un polynôme annulateur de S. Bah oui, là. Mais sinon,
si vous n'avez pas le droit d'utiliser les théorèmes au programme. Ouais. Bon, donc, il y a une implication et l'implication inverse. Alors ça, on en a fait un certain nombre de fois. C'est un classique. Faut dire, bon bah, alors, on suppose que les valeurs propres sont positives. Donc, qu'est-ce qu'on va le faire? On va prendre pour y une base de vecteurs propres. D'accord? Ah bah oui. Si vous voyez valeur propre, hop, vous dites vecteur propre. Ok? Et à un moment, vous dites, ah bah c'est non nul. À un moment, il faudra dire non nul. Alors donc ici, y. Donc il suffit de le démontrer pour y égale les vecteurs propres. Pour la valeur propre, vecteur propre pour la valeur propre, lambda i. D'accord? Si on arrive à le démontrer, comme on a une base de vecteurs propres, si c'est vrai pour les vecteurs propres, c'est vrai pour tout y. D'accord? Donc maintenant, vous allez prendre y, et donc v, i transposé s, et i. Ben, ça fait lambda i, vi transposé vi. Donc ça, c'est une somme de carrés. Hein. D'accord? Ça, par définition, vi transposé vi, c'est vi scalaire vi. C'est même strictement positif. Pourquoi c'est strictement positif? Pas nul. Parce que c'est pas nul. Vi est non nul, c'est un vecteur propre. C'est la Mais on si s'en... C'est la norme 2 au carré, c'est ça? Ouais. Ce sera pour la réciproque, ce sera important, mais pour l'instant, c'est ça. Donc ici, on a ça, et donc c'est... Ah oui, oui. Maintenant, il faudrait quand même le démontrer pour Y. Faudrait quand même Donc c'est vrai pour VI. Ça, c'est pour montrer les lambda i supérieures à 0. Ouais. Maintenant, comme c'est vrai pour VI, ah oui, oui, oui. Ça, c'est pour Mais c'est pas fini. C'est une base orthogonale, donc maintenant il faut montrer aussi que VJ transposé SVI égale 0. Parce que on va prendre Y, on va dire c'est une somme de vecteurs propres, d'accord? C'est une somme de vecteurs propres, et ici vous allez réécrire la somme de vecteurs propres. Donc ça va vous faire par distributivité, vous allez avoir des termes diagonaux, I et I, et vous allez avoir des termes non diagonaux, I et J avec I différent de J. Donc il faut avoir I différent de J et dire ben, on prend une base orthogonale de vecteurs propres. Il existe une base orthogonale de vecteurs propres. Toute base orthogonale n'est pas toute base de vecteurs propres n'est pas forcément orthogonale. Donc ici vous avez ça, et là pareil, ça va faire VJ transposé fois lambda I VI, et comme c'est orthogonal, ça fait 0. D'accord? Donc finalement, bilan des courses, quand vous allez sommer tout ça, ça va faire quelque chose de positif. C'est orthogonal parce que c'est matrice symétrique. C'est vendu avec le théorème spectral. Et le théorème spectral. Le théorème spectral dit que toute matrice symétrique Et diagonalisable dans une base est diagonalisable, réelle, Ouais. et diagonalisable dans une base orthonormée. Mais toute base de diagonalisation n'est pas forcément orthonormée, évidemment. Hein. Tu prends 0, c'est symétrique, n'importe quelle base est une base de diagonalisation. Et moi je suis repassé par. J'ai dit comme S elle est symétrique, elle est diagonalisable, blablabla, donc tu as P, T, D, P qui existe. Oui, voilà. Avec voilà. que des lambda I positives. Oui. Et après, en Et fait, tu l'as fait pour travaille avec P, le vecteur. Oui, c'est très bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est très bien. Ça c'est bien. C'est même plus. Enfin, je trouve que c'est. À la fin, t'arrives à Ouais, cette ouais. somme X carré. Oui, j'ai mieux compris avec lui qu'avec moi. Non mais c'est vrai. Hein. En fait, je comprenais pas ce que je vous disais. Non, mais c'est bon. C'est dans ce sens. Du coup, c'est quoi la différence entre le théorème spectral et le théorème de Sylvester? Alors, énorme. Le théorème de Sylvester, il n'a pas besoin d'une base
d'un produit scalaire. Le théorème spectral, son environnement, c'est un espace euclidien. D'accord ? Et il va comparer comment dire, le théorème spectral va regarder des vecteurs propres, mais orthogonaux pour. Donc il va y avoir deux formes quadratiques en quelque sorte, celle donnée par S et celle de l'espace ambiant et euclidien. Alors que le théorème de Sylvester, il est juste dans un espace vectoriel réel, et il dit que la forme quadratique, elle s'écrit de la forme P transposée fois une certaine diagonale avec des 1, des moins 1, des 0, fois P. Alors que l'autre, donc c'est pareil, mais sauf que là, cette fois-ci, P transposé, c'est P moins 1, parce que c'est une base orthogonale. Donc D, ça ne peut pas être n'importe quoi. C'est forcément les valeurs propres. Donc c'est le spectre. C'est pour ça que ça s'appelle théorème spectral. Parce que P transposé est égal à P. Le spectral, on est d'accord, tu peux prendre le T quand ça t'arrange et le moins 1 quand ça t'arrange. Oui. Voilà, Oui, c'est oui. ça. La relation. Parce que on a une base. Voilà, oui, on est d'accord, mais bon. Et pareil, le T, on peut le mettre à droite ou à gauche au final, parce Il y a beaucoup de que. trucs que tu peux. Oui, oui. penser, quoi. Alors le truc c'est de dire T à droite, il est grand T, et T à gauche, il est Non, mais je petit voulais T. dire, dans la relation, on pourrait Ah, travailler ouais. PD, P-1, PT. Ouais, ça c'est un peu ça. Ah oui, 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 oui. Mais après, si c'est la matrice de passage, alors c'est P transposé des... Bah, ça m'arrange parce que ça marchait pas. oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai Ah, fait c'est le pour sens ça, après. Faut bien se mettre Parce que d'accord. P-1, c'est bien PD, Oui, c'est P-1. Et si elle du temps, Oui. c'est pareil. Ça passe pour le clair. Là, P, c'est une vraie matrice de passage. Alors que si vous mettez ça, bah, c'est une matrice de passage peut-être inversée. Bon. C'est pas PD, P-, c'est PD, Moi, j'aurais dit PD, P-1. C'est pareil. Ah si, si. En vrai, je mettrais le P-1 Oui. après le D, moi. Oui. Oui. Mais là, je l'ai mis avant parce que je me suis dit c'est mieux pour le P scalaire. Si P moins 1, oui. Ça veut dire que P, c'est la matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base de vecteur propre. Et on peut toujours Avec inverser. le transposé, du coup, on le met à Oui, Il faut prendre de moins 1 à Oui, oui. Mais Mais après, en général, on n'a pas besoin que ce soit des matrices de passage. On a juste besoin que ce soit des matrices, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oui, oui. Comme tu dis pas qui sait dans quel sens. Comme tu dis pas qui sait dans quel sens, ça marche. Ouais. Après, si ça demande de préciser, oui. Alors bon, la réciproque. Par contraposé ou pas La réciproque. Alors, on suppose que y, p, s, y supérieur à 0. Alors, il faut quand même sortir le théorème spectral pour dire je sais que c'est diagonalisable sur F. Donc on a une base de vecteur propre. On montre que c'est vrai pour chaque vecteur propre. D'accord. Et il faut montrer que les valeurs propres sont positives. Donc si lambda, alors ça c'est une valeur propre, on sort V, le vecteur propre associé à lambda. Et maintenant, ben, on a V transposé SV qui est positif. Donc comme tout à l'heure, ça nous fait lambda V transposé V est positif. On est d'accord? J'ai pris une valeur propre. Je dois montrer qu'elle est Qui positive. fait les différents zéros, donc. Voilà. Alors qui c'est paraît là fixe. où c'est là où c'est casse-gueule. Si vous dites pas V différent de 0 ici, Bah, c'est pas fini. voilà. Parce que si V était nul, ça vous donne O. Vous le savez que 0 fois lambda, ça vous donne rien sur lambda. Mais V est non nul, donc V transposé V est strictement positif. Alors strictement positif, c'est pas juste non nul. Parce que s'il était négatif, ça ferait lambda négatif. D'accord? Donc faut faire attention. Et donc ça fait lambda positif et c'est bon. Oui. Pourquoi on a besoin d'avoir une base de vecteur propre? On n'a pas besoin que. Oui, oui, on n'a pas besoin d'une base. On prend juste une valeur propre. Mais j'ai envie de dire, les valeurs propres sont positives parce qu'on sait qu'elles sont réelles.
Parce que sinon, ça ne voudrait rien dire qu'elles sont positives. Parce que généralement, quand on a une matrice réelle, on va chercher les valeurs propres dans C. Et positives, donc, bon, on sait qu'elles sont réelles. Donc, t'as Au moins, on t'as sait. pas remonté à la même chose. Hein? On confond les définitions parce qu'ils ont inversé dans le sujet, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Ils ont, On a- comme c'est un peu inversé. Ah, ok, c'est ça, On est à l'envers là. Alors, pour toutes les matrices S, alors là maintenant, on va faire de la racine énième. Donc ça peut faire penser, la racine énième, ça peut vraiment faire penser à quoi? Racine carrée. Oui, Décomposition polaire. décomposition polaire où on prend la racine carrée. Ça ressemble beaucoup, ceux qui ont pris ce développement, on est quand même là-dedans. Donc, à la place de la racine carrée, c'est la racine énième, mais comme on est dans R+, prendre une racine carrée, une racine énième, tout ça c'est possible. Alors, pourquoi SP+ est stable par l'addition? Parce que pour les scalaires et les linéaires, pas les linéaires. Oui, alors justement, c'est parce que on a une caractérisation de SP+, qui est naturelle maintenant. Si ça avait été avec les valeurs propres, elles ne s'ajoutent pas. Donc ça aurait été l'erreur. De dire S, ses valeurs propres sont positives, T, ses valeurs propres sont positives, donc S plus T, ses valeurs propres sont positives. Non. Si S et T commutent, là oui. Mais si S et T ne commutent pas, on n'a pas codiagonalisation, et donc il n'y a aucune raison qu'on sache quoi que ce soit sur les valeurs propres de la somme. Ok? Donc ce qu'il faut, c'est reprendre la définition de... donc si vous avez S plus T, YT, Y va être positif par bilinéarité. Voilà, donc ça fait YT, S, Y plus YT, T, Y, et c'est la somme de deux positifs, donc c'est toujours positif, et donc c'est ça. Alors vous voyez quand même le grand avantage d'utiliser les formes quadratiques ici plutôt que les valeurs propres. Les valeurs propres, c'est pas pratique du tout. En tout cas ici. Des fois, ça peut l'être. Maintenant, Rn égale S. Il faut montrer l'existence de R dans SP, c'est ça, c'est SP, plus, tel que UN égale S. Alors, bon, bah, ça c'est facile, hein, d'accord? Donc vous prenez S, vous l'avez écrit P fois lambda 1, lambda n, 0, 0. Là, c'est intéressant d'avoir les lambda I qui sont positifs. Donc vous avez à chaque fois des mu I réels positifs. Réels positifs tels que mu I puissance n égale lambda I. Et donc vous allez construire. On peut prendre la puissance 1 sur n ou pas? Oui, oui. Ça ne dérange pas. Oui, oui. Donc, ça, vous allez construire R égale P, mu 1, mu n, 0, 0, P moins 1. Et vous vérifiez que Rn est égal à S. D'accord? Et Ça. Mais après, il faut vérifier que Rn il appartient bien à SP+. Voilà. Alors pourquoi R, pas R, Oui, R. R appartient à Sn. S plus, parce que ces valeurs propres ont été choisies positives. Racine et un truc négatif. Et il est symétrique. Bah, R il est pas forcément diagonal. Bah, R il est pas diagonal. Non, mais il est semblable à une diagonale. Non, mais ces valeurs propres. Ouais, il est diagonalisable. Regardez, Non, mais le plus, je quelles sont les valeurs propres de R? Quand tu vois ça, les valeurs propres de R, les valeurs propres de R, c'est mu1, mu-n. ouais, ils sont positifs. Ouais, c'est Donc pas par définition, c'est symétrique, c'est Voilà. positif. Et pourquoi c'est, on peut dire Ah, pourquoi c'est C'est symétrique? symétrique, c'est ça la question. Alors ça c'est bien. Donc en fait, R est égal à P, la diagonale des muis, fois P-1. Mais P-1, c'est P transposé. La transposée de ce truc-là. Donc c'est symétrique ça. Ah ouais, transposer R
R est égal à R. Alors ça c'est C'est-à-dire, moi, exact. Alors ceux qui connaissent bien le développement de la décomposition polaire, c'est le même argument qu'on a dans la décomposition polaire. Donc vous voyez, c'est souvent ces espèces de développement classiques qui vous aident à l'écrit. Hein. Là ici ça en fait deux. moi j'ai posé S, c'est PT, la diagonale P. Ils vont me dire que je m'inverse entre le ou LT ou ils sont... Non, non, tant que t'as pas dit ça Il c'est la existe. matrice de passage, c'est bon. Parce qu'en vrai, je confonds. Mais... Eh ben, réfléchis à pas confondre quand on te demandera vraiment. Là, on prend la matrice de passage de ça vers ça. il faut m'y reposer. Ouais. On peut dire Non, directement que c'est P transposé au lieu de Attends. P-1. Excuse-moi, Audrey. C'est juste, tu vois, ta math de E', d'accord? Donc, t'as U, c'est math de UE, et si tu prends P, la matrice de passage naturelle, c'est-à-dire de E vers E', c'est-à-dire E' en colonne U, alors là, c'est P-1 P. Voilà. D'accord. Et pareil, si c'était une forme quadratique, là, ce serait P transposé, machin. C'est le premier qui porte le... Ah, t'es sûr de toi là, ce que tu fais, là? Ouais, Ça c'est sûr. ça c'est sûr. Parce que moi j'arrive, je reprends. Ça, je suis sûr. En vrai, je repense à une noter ici. C'est sûr. En fait, c'est d'autant plus que j'aimerais bien que ce soit autrement. Parce que les actions de groupe, ça, c'est pas une action de groupe. Ça, c'est une action inversée. L'action de groupe, c'est P fois le truc fois P-1. Donc, j'en suis d'autant plus sûr que c'est contre. Ouais, j'ai les boules. Ouais, j'ai les boules. J'ai horreur de ça. Ok. Alors, donc maintenant, le 8 avec 8A, 8B, 8C, c'est le grand classique du lemme des noyaux, où on se ramène à une seule. Alors, Impossible de retrouver comment on rédige. alors, Allez, je t'écoute. U induit un endomorphisme symétrique sur E lambda I S. Oui, parce que S, UN, voilà, alors, Tu peux le faire juste à cette question-là parce que. c'est quoi? Cette question, tu peux la faire parce que. Je la fais? Ouais. Parce que les autres, je les ai pas faites. Ça va pas leur aller. Tu peux les faire bien. Ah ouais? Alors on a UN égale S. Donc U et S commutent. Surtout celle-là, ce qui est horrible, c'est qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 10 fois la faire. Oui. Alors, On n'arrive pas. vous voyez que U induit un endomorphisme symétrique sur l'espace propre de petit s. Forcément, c'est de la commutation. D'accord? Alors, il faut dire U et S commutent, et après, il faut réfléchir pourquoi. Quoi. Alors, bah oui, bah, U commute avec U, donc il commute avec UN, donc il commute avec S. Vous voyez, ce serait plus difficile de dire S commute avec U. Mais U commute avec S, ça oui. C'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Donc ça veut dire que petit U stabilise E lambda I de S. Là, on peut le dire directement. Ça, Moi, c'est je l'ai le démontré. sous-espace propre. C'est ça, est-ce qu'on démontre pas, c'est pas long, je l'ai démontré. Ouais, faites-le. Je l'ai démontré en Faites-le. disant que ça commute. Ça, faites-le. Oui. Vous, à partir du moment où ça commute, vous montrez que Ça, c'est tout long. sous-espace propre de l'un est stable par l'autre. C'est pas ça mange pas de pain et ça peut que apporter des points. Alors, on notera cet endomorphisme U. Ok. Donc ça va. T'as pas besoin que je le fasse ça. Hein. Je l'ai refait hier ça. Et pour moi, ça ne commutait pas. C'était pas dit. Bah non, mais parce que c'est une Je suis dégoûté. puissance. Ouais, il y a des polynomiales dans le Ah ouais, non, mais c'est évident maintenant. Il faut le voir. Alors que, mais. Non mais c'est-à-dire. Non mais ça c'est fou. Hein. C'est-à-dire, si on se dit, je veux démontrer que S commute avec U, ça voudrait dire que S commute avec sa racine énième. Et là, on est mal. Alors que U commute avec S, bah, U commute avec une puissance de U, là, on est bien. Et on ne pense pas que
parce que commuter c'est tellement une relation symétrique qu'on ne pense pas se dire tiens ça va mieux si je passe de l'autre côté. Ça, c'est l'exemple 1 de ta fiche. Ah ouais, c'est pas. Après. Ok. Alors, on notera cet endomorphisme UI. Montrer que racine n de lambda I est seule valeur propre possible de UI. Ah, alors ça... Oui. C'est évident que ça. Pardon, vient- excuse-moi, du coup, je t'ai oublié. Non, mais là, c'était autre chose. C'est évident que c'est un endomorphisme symétrique, on n'a pas besoin de le justifier plus que ça, parce que là, on a vu qu'il induisait bien un endomorphisme par stabilité. Là, t'as juste dit qu'il était Pourquoi endomorphisme, là. Pourquoi UI est symétrique? Parce que U Non, est non, 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 symétrique. c'est une très bonne oui, question. c'est ce qu'il nous demande. Il demande que c'est un... Ah oui, symétrique, oui, oui. J'avais pas vu. Oui. Parce que U est Alors, symétrique. Comme U est symétrique, ça veut dire que X U Y est égal à U X Y. D'accord? Mais comme I, UI, bah, c'est U. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez... Si on restreint la ligne, c'est les Y à E. Bah, c'est juste de la restriction, c'est d'hérédité. Hein. Il hérite de la propriété de... J'ai juste dit ça, j'ai oublié. Par restriction à un sous-espace. Oui, parce qu'en fait, c'est la forme. La forme, c'est la même. C'est comme dire que La forme qu'on va mettre sur le sous-espace, E lambda I de S, c'est cette forme-là. Donc, tout ce qui était symétrique pour la forme reste c'est symétrique. comme quand on a un endomorphisme injectif, sa restriction elle sera aussi injective. Ouais. Mais on peut aller vite là-dessus ou Comment? On peut aller vite là-dessus ou on le précise Ben, on peut aller vite. On peut aller vite, mais en disant, comme U est symétrique, UI est symétrique, Ouais. parce que ça vérifie ça. Mais faut bien comprendre que c'est un problème d'endomorphisme, c'est pas un problème de matrice. Ouais. Les matrices sont pas forcément symétriques. On fait ça comme justification, car Ouais. on s'amuse pas à écrire x ui de y égale x u restreint à Oui, oui. quelque chose de y et on revient dans le sens. Non. C'est bon, on va vite. Moi, je l'ai réécrit en matrice diagonale par bloc en disant que si. Oh là là. Voilà. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est l'enfer, de toute façon. Tu commences à... Voilà. Alors là, effectivement, ce que dit Audrey, ça c'est un classique. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'insiste sur la géométrie, c'est-à-dire les endomorphismes, des fois, ça vous donne une rapidité, parce qu'il y a une canonicité dans les endomorphismes qu'il n'y a pas dans les matrices. Les matrices dépendent d'une base. Et ça semble rassurant parce qu'il y a du calcul, mais en fait non. Bon, alors maintenant, Unique, regarde quand même. par Je regarde quand même si ça marche encore. Tout le monde. Tac, ouais. 1h13. Ah ouais. Alors, donc ici, donc c'est bien symétrique. Donc comme c'est symétrique, il va y avoir des valeurs propres. Donc déjà, attention, hein, n'arrivez pas en disant qu'une valeur propre c'est un droit social. Hein, c'est pas acquis. Dans la charte des droits de Est-ce que c'est l'homme. la seule valeur propre C'est- possible? c'est que- On n'avait pas besoin Hein? on n'avait pas besoin qu'il y en ait dans cette question-là. Si. Il faut le Il dire. pouvait ne pas y en avoir, potentiellement. Euh, Si, ah, il dit démontrer que c'est c'est la la seule seule. possible. Voilà. Ah oui, valeur propre possible, parce qu'il y a possible. D'accord. Ok. Mais bon, faut bien voir que UI étant symétrique, il va y avoir une valeur propre. Parce que comme on est sur R, il se pourrait qu'il n'y ait pas de valeur propre. Mais effectivement, tu as raison Adrien, on nous demande de montrer que racine n de lambda I est la seule valeur propre possible. Alors pourquoi c'est la seule valeur propre? Parce que UI puissance n, ça va être SI. D'accord? Parce que il stabilise. D'accord? Et SI, c'est lambda I, identité de notre espace propre. Et donc, la seule valeur propre, la valeur propre, elle va vérifier lambda
mu, on va dire mu puissance n égale donc forcément lambda i. Vous le faites sur un vecteur propre, et puis ensuite vous dites c'est un vecteur propre, donc il est non nul, et vous obtenez ça. Et maintenant, c'est pas encore fini, c'est positif. Lui est positif, parce que UI est positif. Parce que U, c'est la restriction d'un positif. Encore une fois, regardez, UI, c'est U induit à un sous-espace. J'appelle F. Ben, si U est positive, elle est symétrique, hein, elle est auto-adjointe, hein, est positive, alors UI est positif. Pourquoi? Parce que c'est juste que X, U, X, faut pas le faire avec les valeurs propres. Encore une fois, les valeurs propres, c'est un leurre. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire quelles sont les valeurs propres de UI en fonction des valeurs propres de U. C'est pas inclus. Le spectre de UI. Ouais, t'as raison. Là, oui. Là, je suis d'accord. Le spectre de UI, oui, là, t'as raison. Le spectre de UI est inclus dans le spectre de U parce que le polynôme caractéristique de UI, il divise le polynôme caractéristique de U parce que c'est un nombre. Donc là, t'as raison. Bon, je voulais le faire comme ça. Ben, bon, de toute façon, U est positif parce que comme ça, c'est positif. En particulier, c'est vrai pour la restriction. Bon, mais t'as raison qu'avec les valeurs propres, on s'en sort. Je voulais vous montrer qu'on s'en sortait pas, mais j'ai pas raison. Alors donc, racine énième de lambda i, c'est la seule valeur propre possible de U. Démontrer que l'endomorphisme U est unique. Ah oui, puisque U est diagonalisable. D'accord? Donc, sur chaque sous-espace stable, il est diagonalisable. D'accord? Est-ce que ça suffit? Oui. Et donc sa seule valeur propre possible, c'est ça, c'est racine. Donc ça suffit. D'accord? U C'est S. est diagonalisable. Donc UI est diagonalisable parce que c'est un induit diagonalisable. Ça c'est classique. Donc U et UI, étant donné qu'il est diagonalisable, ça veut dire qu'il est entièrement donné par sa seule. Il a une valeur propre, donc c'est celle-là. Donc forcément, d'après la question précédente, c'est racine énième de lambda i identique. Et maintenant, U est donné par les UI, puisque E, l'espace vectoriel, je ne sais pas, on va l'appeler E, il est somme directe de E lambda i de S. Parce que S est diagonalisable. Donc comme on connaît U, on connaît les UI là-dessus, et ben on a de façon unique U. J'ai utilisé le mot partition, mais c'est peut-être faux. Les E lambda i de S forment une partition de E. C'est pas partition. Somme directe. Alors attention. C'est complémentaire, supplémentaire. Voilà. Là il a senti Je posais la question. Là. le vautour qui commence à. Le jury vautour qui arrive, qui dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit partition? Ensemble vide. Partition ensemble vide. Oui, ensemble vide, là, ça y est. On est pas loin. Allez, Alex et Clément, vous mettez dans un coin. Ok. Partition. D'accord, donc ça on fait pas. Somme directe. Ouais, ce qui est partitionné, c'est la base. Ah oui. La base, on crée une base en créant une réunion, en concaténant toutes les bases des E lambda i. Ça c'est ça le lemme des noyaux. Là, c'est le lemme des noyaux dans le cas diagonalisable. Mais finalement, le lemme des noyaux dans le cas diagonalisable, c'est juste que c'est rien d'autre que la diagonalisabilité. Donc là, l'unicité de U, je n'ai pas placé, c'est cette fois. Eh bien, forcément, ça seule U, composition. c'est muni sur chaque
sous-espace, donc ça y est, U est défini de façon unique. D'accord. U de X, si X se décompose en somme de XI là-dedans, à U de X, c'est forcément les mu I de XI avec mu I égale racine énième de lambda I. Il n'y a pas... C'est l'unicité, puisque U de X est forcément unique. Je suis arrivée jusque-là à utiliser l'un des noyaux. Tu n'étais pas convaincu par tes propres arguments. Enfin, je pense que c'est encore flou dans ma tête, ces Ouais. notions-là, du coup, j'arrive pas. Mais en fait, si c'est flou, c'est parce que peut-être tu n'as pas l'habitude que ce raisonnement, tu vois, c'est le raisonnement habituel en fait, qu'on va trouver dans d'autres problèmes. Alors, 3 étapes, A, B, C. Petit A, on montre que ça passe, donc on applique le lemme des noyaux, on montre que ça passe à chaque cellule, à chaque sous-espace caractéristique, là c'est des sous-espaces propres. On fait ensuite en petit b une étude locale qui, elle, utilise le fait qu'on est en mode monospectre, on a un seul élément dans le spectre, donc on résout le problème. Et troisièmement, on fait la synthèse en reprenant, en disant lemme des noyaux, maintenant je sais que c'est vrai là-dessus, et je fais la synthèse. Donc ça c'est un classique. Bon, donc l'endomorphisme U est unique. Alors, vous avez remarqué, ce qu'on voulait vous faire résoudre, c'est l'équation de Fermat. Xn plus Yn égale Zn. Alors, les questions... Donc, l'histoire de R et de Rn égale S, c'est exactement le pendant. D'accord ? Le fait, ce qu'on a démontré pour les endomorphismes, ça va être vrai pour les matrices. L'unicité de U implique L'unicité implique l'unicité de R. de R. Donc on sait le faire pour les matrices, puisqu'on sait le faire pour les endomorphismes. Donc ça, c'est la question 9, elle est presque vide, mais elle permet de dire les choses en langage matriciel, alors qu'on les a démontrées géométriquement en langage d'endomorphisme. Et après, on a des solutions. On peut paramétrer des solutions à l'équation Xn plus Yn égale Zn. Donc vous reconnaissez l'équation de Fermat, mais dans SP plus de R. D'accord ? Donc comment on fait ? C'est tout bête, hein, en fait. On prend n'importe quoi là, X, dans SP+, on prend Y dans SP+, on met à la puissance n, on ajoute, on reste dans SP+, puisqu'on a ajouté, on a montré, et on a le droit de prendre une racine énième, puisqu'on est dans SP+. Et Z sera encore dans SP+. Donc on sait résoudre ça, et réciproquement, voilà, tout est sous cette forme. Par unicité de la racine énième. Il me donne une application, il faut montrer que c'est bien défini encore. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut montrer que c'est bien défini, et il faut montrer, que c'est bien défini, et donc ça c'est tout. Et il faut donner sa réciproque. Et la réciproque, évidemment, c'est... donc ici, vous aviez U, V, donne racine énième de U, racine énième de V, racine énième de U plus V. Donc, il faut montrer que c'est bien défini, ça va bien dans l'ensemble des solutions, donc il faut montrer que... Donc ça c'est à vous à dérouler tout le truc. Racine énième de U appartient bien à Sn++, c'est bien défini d'après les questions précédentes, pareil pour lui, U plus V est bien dans Sn+, racine énième est bien... Donc, ça, vous écrivez tout ça, le bien défini, il est super important. Et ensuite, la réciproque, c'est quand vous avez x, y, z, et évidemment, ici, vous allez mettre x, n, y, n. On peut dire surjectif, injectif pour objectif. Oui. Et le bien défini, c'est compliqué parce qu'il faut les dire
qu'on vient de montrer qu'il y a l'unicité de la racine carrée, donc on peut Voilà. définir comme ça, mais il faut le Donc rappeler. c'est bien défini par unicité. Si Sinon, ça c'était sert à pas rien. unique, ce serait pas bien défini. Et la question 6, le fait que la somme. Ouais. Des fois, le bien défini est le plus dur à évaluer. Voilà. Alors, là, ensuite, alors justement, on en parlait tout à l'heure, il y en a qui sont arrivés jusque-là. Après, c'est peut-être pas la peine d'aller bien plus loin, mais c'est intéressant parce que on est dans Z, et donc, c'est pour ça que j'aime bien quand même ce truc. Il y a dans ce problème, vous allez avoir une petite partie forme bilinéaire, mais bon, forme bilinéaire réelle, symétrique, définie positive, mais vous avez aussi de la réduction avec des valeurs propres, des sous-espaces propres, etc. Donc tout ça c'est bien, vous avez Cayley Hamilton, vous voyez, donc c'est quand même un bon problème. Et là maintenant, bon, bah, on va faire de l'arithmétique. Donc on va essayer de résoudre, on va montrer qu'il n'y a pas de solution dans SL2 de Z. Et dans SL2 de Z, on vous demande de montrer que la trace de M, donc si M est dans SL2 de Z, il faut montrer que trace de M, c'est trace de M4 moins 4 trace de M carré plus 2. Alors, là, bon, bah... Quel Hamilton? Oui. D'accord, donc, hein? Quel Hamilton? Quel est Hamilton? Bah ouais, Très bien. le problème caractéristique évalué. Qui de M? T'arrives à une expression de M carré qui est égale à trace de M. Alors, on va le faire avec Cayley Hamilton. Il ne faut pas que Cayley Hamilton, il faut aussi un autre truc. Bon, moi j'avais une idée sans Cayley Hamilton, mais la trace, Cayley Hamilton, je veux bien croire. Alors, parce que Cayley Hamilton, c'est quand même, je dirais, un pari. C'est de dire, c'est Cayley Hamilton qui va me le donner. Mais je suis d'accord que le pari, il peut marcher. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Cayley Hamilton? Il nous dit que M2 moins trace de M. Trace de M. M plus bête de M, et ça c'est 1. Identité, ouais. Donc c'est identité Égale 0. égale 0. Alors maintenant, on prend la trace de ça. C'est ça. Non. Non. Non, on passe au carré là. On passe au carré. Eh oui. On passe au carré. Ça, tu le prends au carré. C'est un Enfin, pari, hein, tu mets M carré, tu isoles M carré et tu le mets au carré. Moi je prends la trace en normal, j'ai pris la trace. Voilà, ouais, les deux traces. Ouais. Alors, donc ça fait M4. Sinon tu fais les mutations pour le carré. Là, ça va tout seul. Ça. C'est un moins qui a un moins. Parce que c'est moins une D au-dessus. Ok. Donc là, c'est bon. Et après, linéarité de la trace. Et après, on prend la trace. Et quand on prend la trace, ça fait ça. Là, la trace, ça fait trace de M carré fois la trace, mais attention, de M carré. Oui. Mais la trace de M carré, on la retrouve avec ça. Donc il faut faire quand même double truc. Hein. Ouais. Alors, j'ai presque envie de dire quand même, ce truc-là est un pari. C'est-à-dire que on se dit, ça va. Alors c'est un très bon pari, hein, c'est une très bonne idée, mais qui aurait pu nous amener vers autre chose. Ça nous amène là. À la fois avec alors, si on veut assurer le truc. Je trouve pas que ça va dans la logique du problème. Regarde. Ouais. Dans la question le vrai faux, il y a. Dans le vrai faux, il y a le truc. Il y a un Cayley Hamilton qui est démontré. Ouais. Mais bon. Non. Mais bon, vous êtes d'accord avec la méthode, c'est bon, vous le voyez. Il faut reprendre ensuite trace de M2. Ça demande de la confiance. Ça demande de la confiance. Je vous fais on va essayer de partir sur le truc qui ne demande pas de confiance parce que c'est forcé de marcher. C'est-à-dire, M est semblable à lambda, un truc et 1 sur lambda. Voilà. Et ça, c'est quand même pas mal. M, alors vous allez me dire, oui, mais il est dans Z. Ah oui, il est dans Z, donc il est dans C. Tout ce qui est dans Z, c'est dans C.
comme on est dans c'est trigonalisable, et comme c'est le déterminant 1, les valeurs propres sont non nulles et sont inverses l'une de l'autre. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de nous demander? M4. M4, ça veut dire qu'on va avoir lambda 4, 1 sur lambda 4. Donc on est en train de nous demander de montrer que ça est égal à 1 lambda plus 1 sur lambda puissance 4 moins 4 lambda plus 1 sur lambda puissance 2 plus 2. D'accord? Voilà. Donc là, je n'ai pas besoin de dire je vais partir de ça. Non, je pars de ma formule. Je pars de la formule. Et là, je suis sûr d'arriver. Vous voyez, Stéphane, il a une très bonne idée, mais c'est quand même une intuition. C'est-à-dire de dire, je vais partir de là et ça va y aller. D'accord? Donc, bon, là, c'est un skipper. Oui, le skipper. C'est le skipper. Il dit, bon, bah allez. D'accord, ok. Voilà. Les Antilles, c'est là-bas. Ok, je le sais. Mais quand même, moi, je préfère partir Parce que à long. penser à ta matrice semblable là, moi ça me paraît pas naturel. Ah, mais ça, alors là, c'est ce que je vous ai répété toute la Ah journée. ouais. Trigonalisation, J'ai pas dû écouter, là. trace, trigonalisation, trace et valeur propre. Ça, je voulais dire. Ouais. Ah non, non, non. Et ben, ça vaut le coup, du coup, de regarder ça pour se rappeler un petit peu de ce truc-là. Alors, maintenant, bah, regardez, hein, là, évidemment, on part du plus compliqué pour aller vers le plus simple. D'accord? Donc, on part de là, et là, ça fait lambda 4, plus... Bon, bah, j'espère que ça va marcher, hein, quand même. Hein. Donc, 4. Ici, vous avez lambda 3 sur lambda, donc c'est... lambda 2, plus 6, plus 4 sur lambda 2, plus 1 sur lambda 4. Moins 4 fois lambda 2, plus 2, plus 1 sur lambda 2, et plus 2. Donc, lambda 4, ici, c'est bon. Moins 4 lambda 2, c'est bon. Moins 4 ça, c'est bon. 6 moins 8 plus 2, ça fait 0. Mais ça, c'était forcé de marcher. C'était forcé. Alors, en général, ok. ce sera toujours une mauvaise idée, les calculs avec les coefficients. Alors, oui. Alors, le truc. Alors, bien évidemment. Évidemment. Avec une heure de faute, j'ai découvert plusieurs erreurs et au bout d'un moment, je crois que ça. Mais je me suis dit non. Non, mais ça marche bien. Ça marche. Oui, Après oui. avoir passé Tu peux t'arrêter à m au carré. Oui, oui. 1h30 et plus avoir de cerveau, c'est bon. Parce qu'en fait, tu trouves une relation entre la trace de m au carré et la trace de m. C'est Un refus, tu peux appliquer appliquer sur sur 3 heures. Ah ok. Non. Oui, mais ça, c'est vraiment le déni. Ça veut dire, je m'en fous du cours, du programme. Moi, une matrice à la puissance 4, Pas peur. je la défonce. On y va direct. Donc, non, on a les traces. Voilà. Alors, Kelly Hamilton, c'est une bonne idée, ça utilise le cours. Bon, c'est un pari quand même. Et ça, c'est. Voilà. Et n'oubliez pas. Alors, il y en a qui ont été bloqués, qui se sont dit, ah, on est dans Z, on doit rester dans Z. Ah, non, on est dans Z, on est donc dans C. Si on a besoin d'aller chercher des trucs dans C, on va les chercher dans C. Il n'y a pas de souci, un entier est un complexe qui s'ignore. Voilà. Et après, évidemment, on nous dit, ben, trace de M4, c'est forcément congru à 2 modulo 8. Ou moins 1. Ou moins 1. Bon, bah oui. Alors, modulo 8, il faut regarder quelles sont les puissances de 4 modulo 8. Vous allez regarder les puissances de 4 modulo 8. Vous prenez 0, ça fait 0. 1, ça fait 1. 2, bah, ça va faire 0. 2 puissance 4, hein. C'est 0. 3,
puissance 4, bah 3, déjà 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 1. Donc c'est 1. 4, bah, ça fait 0. Bon, et après, vous avez les opposés. Donc c'est terminé. D'accord? Après, il y a les opposés. Ah ouais. Bah, quand vous prenez x et moins x à la puissance 4, ça fait la même chose. Donc quand vous avez des... De toute façon, c'est ça, hein, quand vous avez dépassé la moitié, vous mettez des puissances, vous obtenez les mêmes choses, ou les opposés si c'est des puissances impaires. Donc vous avez soit 0, soit 1. Donc finalement 0 si c'est pair et 1 si c'est impair. Bon, la puissance 2, il aurait fallu commencer par la puissance 2. C'est pour ça que moi j'ai mis en facteur. Enfin, j'ai factorisé là par. Mais ici vous avez moins 4. Hein. Ouais, mais. Mais après, tu remets moins 2. C'est pas grave, en fait. Ouais. T'as k au carré moins 2, k au carré moins 2, le tout au carré, D'accord. moins 2. Ok. Du coup, j'ai regardé que les carrés, parce qu'après, ça en éliminait déjà pas mal. Ok. Bon, bah vous vous débrouillez mieux que moi. Non, mais du coup, c'est comme ça qu'il fallait faire. Ouais. C'est comme ça qu'il fallait faire. Il faut faire des cas. Là, c'est. Il n'y a pas le choix. C'est cas par cas, vous faites, je vois pas l'astuce. Hein. Et puis, du coup, ben, l'équation n'admet pas de solution. Alors, c'est classique qu'on montre que les choses n'ont pas de solution sur Z en réduisant modulo quelque chose. Et l'énoncé nous aide à dire qu'il faut réduire modulo 8. Voilà. Des fois, c'est modulo 4, mais là, c'est modulo 8. Voilà. Et du coup, si 4 divise n, alors évidemment, donc à partir du moment où l'équation x4 plus y4 égale z4 n'a pas de solution, bah, si vous prenez 4p, bah, ça n'a pas de solution non plus. Sinon, xp, yp, sinon xp, yp, zp, c'est la solution de l'équation x4 plus y4 plus égale z4. Donc serait solution, donc oui. On a besoin de préciser que XP, YP, ZP reste dans SL2 de Z ou c'est un peu... Oui. On a besoin de préciser, bien vu, qu'on reste dans SL. Alors, tout à fait. Voilà, on peut s'arrêter là. Là, on est largement... Mais alors, ici, là, pour la démontrer qu'on est sur un espace vectoriel sous-corps, il faut faire rapidement les étapes pour les 15-16. Oui. 15-16, K c'est un Q espace vectoriel, donc on précisera la dimension, donc c'est 2. Vous avez une base, c'est 1 delta. Et puis ensuite, pourquoi c'est un sous-corps? Bah, soit alors, vous le faites à l'ancienne, vous prenez un X, il est de la forme A plus delta B. Et son inverse, bah, vous l'inversez, vous faites 1 sur A plus delta B, donc vous faites par la quantité conjuguée. Vous multipliez par A moins delta B des deux côtés, et vous avez quelque chose, vous voyez que c'est inversif. Moi j'ai fait un truc, c'est pas possible. Du coup, Philippe, t'as dit quoi pour la 15? Montrer que c'est un Q espace vectoriel. A égale 0. Oui, c'est un espace vectoriel parce que 1 delta est une base. Alors ça, j'ai dit à la fin, ça n'a rien à dire au début. Si, il faut dire que c'est un espace. Oui. On démontre que c'est un sous. Non mais je disais pour la dimension. Un espace vectoriel, vous dites oui, c'est stable par... C'est pas un Il faut repartir de ces non vides. Attention, vous ne démontrez pas que c'est un espace vectoriel. Hein. Vous démontrez que c'est un sous-espace vectoriel. On ne démontre jamais qu'on a un espace vectoriel. Sauf vraiment si on vous donne une opération frauduleuse. Mais là, un Q espace vectoriel, donc on est dans C. Donc c'est un sous-espace vectoriel, c'est un sous-Q espace vectoriel de C. Mais du coup, un sous-espace vectoriel de C. Parce qu'on est dans C. On est dans C parce que delta il est dans C. C soit un R espace vectoriel. Hein? C c'est un R espace vectoriel. C c'est un R espace vectoriel, mais c'est un Q espace vectoriel aussi. C'est un R espace vectoriel de dimension finie, mais c'est un Q espace vectoriel de dimension infinie. R c'est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Déjà. Donc là, on démontre que K est un Q espace un sous-espace vectoriel de C. Moi j'ai mis de Q2. Ah bah non, il n'est pas dans Q2 K a priori. C'est pas des couples K.
C'est pas des couples. C'est pas la couple AB? Ah bah non, je crois pas. Bah, il est isomorphe. Il est isomorphe. Il est isomorphe. Ouais. Ah oui, mais c'est C'est pas un isomorphe. sous-espace. Il est isomorphe à Q2. Ouais, oui, comme C isomorphe à R2. Oui, C est isomorphe à R2, mais c'est pas égal à R2. C, c'est C. R2, c'est R2. Mais ils sont isomorphes. Donc là, il fallait démontrer que K est un sous-espace vectoriel de C. Ouais. De toute façon, K est dans C. K est dans C. Et puis après, on le Bah, c'est-à-dire qu'il faut toujours récupérer une structure dont on sait qu'elle est. Et C, c'est un Q espace vectoriel. D'accord, donc on ne montre pas que K c'est un anneau, tout ça. Pour l'instant, Il n'y a pas d'anneau. tant que dans la question 15, non, dans la question 16, oui. Mais c'est un. Un EV, c'est pas un anneau d'abord? Alors, oui, c'est un anneau. Alors, bon, oui, il faut montrer que c'est un anneau qu'il est stable par multiplication. Alors, on a fait le 15, on a fait la linéarité, que c'est non vide et que c'est lancé, d'accord? Et après, du coup, on part de l'espace vectoriel et on va démontrer que c'est un corps. Donc, il faut rajouter l'opération externe. Non, La Oui, la multiplication. multiplication interne, pardon. la multiplication interne. Et donc, il faut montrer que c'est un anneau. Ouais. Et ça, si c'est un anneau, c'est parce que delta 2, il est dans Q. Delta 2 est dans Q. Donc, c'est pour ça que c'est un anneau. Et bien après, c'est un anneau isomorphe à quoi? Ben, il est isomorphe à Q de X quotienté par le polynôme minimal de delta. C'est-à-dire X moins delta 2. X2 moins delta 2. Il faut aussi montrer que les inverses étaient quand même dedans. Parce qu'il y a des inverses dans C, mais il faut montrer que l'inverse de C est aussi. Ouais, alors. Là, c'est l'ensemble de A plus B delta avec. Et delta, c'est quoi? Delta 2 dans Q. Ouais. Avec delta 2 dans le C. Voilà. Donc ça, c'est un D égal à D. Grand D, Et bien, il se trouve que K est isomorphe à Q de X, quotienté par X2 moins D. Ah, c'était Vous connaissez ça? Ouais, je cherchais un x2 moins 1, mais non, en fait. Non, c'est X2 moins D. Qui est irréductible sur Q parce que D n'est pas un carré. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas utiliser cette technique de quotient parce que c'était pas. Non, mais C'était avec plus. ce problème, il est vraiment intéressant à voir au dernier moment parce qu'il vous donne une vision assez large de toutes les techniques qu'il y en a dedans. Là, vraiment, il regroupe tout. Et là, en quoi on peut s'en servir de ça? Hein? On peut dire K est isomorphe à Q2. Ah ben ça, à partir du moment où c'est irréductible, ben ça c'est un corps. On peut le sortir comme ça là? Ah oui. Oui, vous le sortez Q de X, il s'envoie sur K, où X est envoyé sur D, son polynôme, son noyau, c'est X2 moins D. Donc on a un morphisme d'anneau, l'évaluation c'est un morphisme d'anneau, et comme ça c'est irréductible. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, hein. Vous pouvez le faire de façon complètement piétonne. Mais ça c'est la façon classe de le faire. C'est-à-dire que l'évaluation, morphisme d'évaluation. C'est-à-dire qu'il est principal Q de X? Oui, bah oui, il est principal, donc quand on quotiente par un irréductible, on a un corps. Ah, il y a trop de trucs. Non. Après, Pour tout le monde. T'as acheté les oreillettes pour payer? mais oui, je suis là. Évidemment. On reste connecté. Et Ça serait mon bien. fils, il est en train de passer dans, il est prof en bio, il est en train de passer dans les rangs, il venait de donner une interro, et puis il entend Hello, how can I help you today? Il s'est dit, mais. Et il leur faisait complètement confiance. Hein. Voilà. Même les exercices faciles, maintenant ils prennent une photo. D'un coup, les élèves nuls savent tout faire. On donne des devoirs, c'est génial. Comment mon père pour être sûr que personne touche Merci, Je sais pas. Ce qui se dit là, ça va être les lunettes connectées. Oui, les lunettes connectées. Les lunettes connectées. Google.